On reprend. Nous allons parler d'un sujet, la REP. Tout le monde connaît cet acronyme très célèbre, hein, la responsabilité élargie du producteur. La plus connue, la plus ancienne, c'est celle de l'emballage. Souvenez-vous, la petite flèche de Moebius qui est sur l'emballage là. Alors ça ne veut pas dire que l'emballage est recyclable, ça veut juste dire que le producteur paie une taxe qui permet la récupération, la revalorisation, etc. etc. Donc une REP a rattrapé le bâtiment il y a quelques mois. Le secteur du module, la construction modulaire se pose beaucoup de questions. On a la chance aujourd'hui d'avoir deux personnes qui vont venir nous parler de ceci. Commençons par Hervé Demestre, je vous en prie. Vous allez effectivement nous présenter ce sujet et vous allez être flankardé par Stéphane Lesage. Stéphane est un des conseillers et le conseiller juridique, on va dire, de la CIM depuis 4-5 ans maintenant. Messieurs, voilà, je vous laisse la parole. S'il y a des questions, surtout pas de formalisme, ne vous gênez pas. Hein, on est là pour débattre, pour échanger. Et éclairez-nous parce qu'il y a beaucoup de questions qui se posent. On commence par vous, Hervé ? Alors, on a prévu de commencer par Stéphane, mais je vais quand même vous saluer. Donc, Hervé Demestre, président de Valobat, éco-organisme qui s'est créé pour cette REP. Je vous présenterai Valobat en quelques mots tout à l'heure. Peut-être en introduction, je voulais juste vous dire une petite chose, c'est que j'ai entendu pendant une demi-heure les deux intervenants précédents, j'ai entendu beaucoup de compliments et d'atouts de votre business. Il y en a un que je n'ai pas entendu, c'est que la construction hors site, ça produit beaucoup moins de déchets que la construction sur site. On est d'accord avec ça ? Je suppose. Je vais même ajouter, si toute la construction en France était réalisée hors site, par des process et des entreprises comme vous, on n'aurait pas besoin de REP, en fait. Donc aujourd'hui, je ferai autre chose, et ça serait plus simple, peut-être. Voilà, je m'arrête là, et donc je vais, moi, me situer plutôt en réponse à Stéphane, qui est, en tant que juriste, qui est celui qui va vous apporter les réponses, j'allais dire, du juriste rigoureuses et argumentées aux questions que vous vous posez. Et moi, je vais essayer de prendre le sujet plutôt d'un point de vue pratique et peut-être un petit peu stratégique. Voilà. Merci Hervé. Bonjour à tous. Très heureux d'être là sur un sujet qui, je pense, est, comme disait Vincent Bavenello précédemment, dans l'air du temps et qui va porter le hors-site, la construction industrialisée et modulaire vers des nouveaux sommets, à mon avis, parce qu'on est dans un sujet qui rentre véritablement en résonance avec toute une série de lois actuelles et avec le sujet globalement de l'économie circulaire. Alors, pour lancer cette présentation, je vous propose d'ouvrir le Code de l'environnement et de regarder à l'article 541-10 la base de ce qu'est la REP, simplement pour reposer le décor, la responsabilité élargie du producteur. On peut faire obligation à toute personne physique ou morale qui élabore, fabrique, manipule, traite, vend ou importe des produits générateurs de déchets ou des éléments matériaux entrant dans leur fabrication, de pourvoir ou de contribuer à la prévention et à la gestion des déchets qui en proviennent. Prévention et gestion, deux piliers de cette démarche. On a 22 filières en France qui ont été créées sur la base de la REP. Celle qui nous intéresse aujourd'hui plus spécifiquement, c'est celle des produits de construction, produits et composants de construction. Le principe général de la REP, vous le connaissez, c'est le principe du pollueur-payeur. On doit, en tant que producteur, metteur sur le marché d'un produit de construction, financer sa fin de vie. Alors, de quoi parle-t-on plus spécifiquement dans le monde du modulaire ? Encore une fois, plusieurs filières. Celle qui nous paraît la plus à même d'accueillir le sujet de la construction modulaire, c'est la REP du producteur qui produit des matériaux de construction du secteur du bâtiment. Et cette nouvelle REP devait rentrer en vigueur le 1er janvier 2022. Il y a eu des circonstances de course qui ont fait que la mise en place a été reportée au 1er janvier 2023. Et aujourd'hui, on a une REP qui vise à ce que les déchets de construction ou de démolition... Alors, je pense que déjà les termes, il faut bien les avoir en tête, construction et démolition. Là où vous avez sans doute entendu plus souvent parler dans la construction modulaire d'assemblage et de désassemblage. Ou en tout cas, les deux terminologies peuvent exister selon les cas de figure. Et donc, vous avez des frais de gestion de ces déchets qui font l'objet d'une collecte
par l'éco-organisme, Valobat en l'occurrence, et il faut s'assurer aussi de la traçabilité des déchets. Donc une forme de marquage des composants et des produits. Alors, produits, matériaux de construction, de quoi s'agit-il? On a la définition qui se poursuit à cet article. Alors, on est dans la partie réglementaire maintenant, donc la partie plus précise du Code de l'environnement. On doit définir ce que c'est qu'un produit et un matériau de construction d'une part, et on doit ensuite s'intéresser à son usage. En réalité, pour entrer dans le champ d'application de la REP, il y a non seulement la définition du composant lui-même, de quoi s'agit-il, mais également à quoi est-il destiné. Et vous avez deux principaux sujets qu'on voulait éclairer avec vous aujourd'hui. On commence par une exception parce que c'est la plus facile à appréhender. L'exception des produits et matériaux utilisés pour la durée du chantier. Et on terminera sur l'approche un peu plus délicate qui est celle de l'installation dans un bâtiment de ces produits et composants. Finalement, qu'est-ce qu'un bâtiment ? Souvent en droit, les définitions sont stratégiques pour l'application d'un régime. Alors, attendez, excusez-moi, ça va un peu trop vite. Normalement, oui, il y a une belle animation. Enfin, belle pour un juriste. Alors, vous avez donc une liste duale, matériaux minéraux, matériaux non minéraux. Je n'entre pas dans le détail, c'est au-delà de mes compétences, mais par contre, je voulais vous donner 3 exemples concrets de ce qu'on peut classiquement rencontrer en construction modulaire, enfin, d'un point de vue extérieur, comme le mien. Par exemple, un échafaudage classique, peut-être un module de base en ossature bois et une plaque de plâtre. Je prends ces 3 exemples parce qu'ils vont être un peu en fil rouge dans la suite. Donc vous voyez qu'ils sont listés en catégorie 2. Ce sont des produits et composants de la construction. Alors, voilà. Si on a un produit qui rentre dans la liste précédemment montrée, la REP est applicable. Dans le cas contraire, la REP n'est pas applicable. Est-ce que, c'est la première question stratégique, est-ce qu'un module est soumis à la REP, puisqu'on n'a pas vu dans la liste un module à part entière, enfin un module composé de plusieurs composants. Ce n'est pas un module, un produit ou un matériau de construction, a fortiori il n'est pas listé, et un module en lui-même, a priori n'est pas soumis à la REP. Par contre, on se rappelle qu'il est constitué de composants et de produits de construction, à n'en pas douter. Notamment plaque de plâtre, par exemple, sur une ossature de module. Alors, juste, il ne faut pas que je loupe celui-là. Pour essayer de schématiser de façon assez simple les étapes, on a un composant qui devient module et plusieurs modules qui deviennent un ensemble modulaire. En partant de la construction hors site telle qu'elle est définie dans le livre blanc du groupe de travail du Conseil stratégique de filière rendu en septembre 2022, on se rappelle que la construction hors site consiste à préfabriquer en usine et à industrialiser des éléments de construction. Et on considère que le modulaire 3D est la version la plus avancée du hors site. Donc, en partant de cette définition, en intégrant le modulaire dans ce schéma et en s'attardant sur les éléments de construction qui sont ceux qui nous intéressent au titre de l'application du régime, on peut distinguer peut-être 3 phases. La phase numéro 1 où il y a un composant, la phase numéro 2 où ces composants sont assemblés dans un module, et la phase numéro 3 où on a un ensemble modulaire. L'ensemble modulaire, mot à conserver pour la fin du raisonnement, puisqu'on arrive ensuite, pour savoir si la REP s'applique, à la question de l'usage. Alors, l'exception qui était citée tout à l'heure, pour la rendre plus palpable visuellement, on a fait ce slide qui rappelle qu'un échafaudage utilisé sur un chantier rentre très certainement dans l'exception de la durée de chantier, donc la REP n'est pas applicable. Un module utilisé comme base vie
dont on parlait tout à l'heure. Alors je ne sais pas, il n'y a pas de vitraux sur celui-là, mais en tout cas, c'est un module. On a retrouvé une représentation dans la petite photo en bas à gauche. C'est assurément aussi un ensemble de composants qui est utilisé pour la durée du chantier. Pourquoi ce n'est pas soumis à la REP? L'esprit de la loi est très certainement, je crois qu'Hervé en dira un mot tout à l'heure, la notion de réemploi. Comme il y a plusieurs usages successifs, il n'est peut-être pas nécessaire de payer une éco-contribution sur des déchets qui, par définition, n'existent pas. Plus problématique, le sujet problématique, plus délicat à appréhender juridiquement, le sujet du bâtiment, et qui constitue sans doute le cœur de la question. Un bâtiment tel qu'il est défini dans le Code de l'environnement, c'est finalement la définition du Code de la construction et de l'habitation qui est visée. Le Code de l'environnement renvoie à l'article 111.1 du Code de la construction et de l'habitation. Un bâtiment est un bien immeuble. Et un immeuble, c'est un bien qui ne peut pas être déplacé. C'est une notion élémentaire du Code civil. Question, on était arrivé à l'ensemble modulaire précédemment. L'ensemble modulaire est-il un immeuble? Donc vous avez fait 2 photos et on se rappelle du sujet de la démolition par rapport au désassemblage. Photo en haut à droite, un immeuble démoli. Photo en bas à droite, un ensemble modulaire désassemblé. Et on se lance du coup dans la conclusion suivante. Le sujet du caractère perpétuel ou durable ou pérenne ou éphémère. Le caractère aussi, ça va de pair, déplaçable ou non. Autre sujet qui a été évoqué à la table ronde précédente. Et on peut considérer, jusqu'à preuve du contraire, que l'ensemble modulaire qui est attaché au fond à perpétuelle demeure entre dans l'application de la REP, dans le champ d'application de la REP, tandis que celui qui a une vocation plus éphémère, qui est destiné à être installé à titre éphémère, exemple des bureaux d'appoint, des bureaux provisoires, une école temporaire, la mise à disposition est réalisée par le biais d'une location, donc un sujet où il y a un aller-retour, un déplacement, la REP ne serait pas applicable. Voilà. Sur l'essentiel du propos. Ensuite, simplement pour rappel, puisque en tant que juriste, ça fait partie des sujets évidents à évoquer, le parcours de la REP pour les personnes morales qui sont donc assujetties, l'inscription à l'ADEME, l'obtention d'un numéro IDU, l'adhésion à un éco-organisme, qui sont au nombre de 4 dans la filière de la construction, la déclaration annuelle du chiffre d'affaires des produits concernés et le paiement d'une éco-contribution qui peut être modulée en fonction de l'intégration de certains paramètres de développement durable, notamment le caractère recyclable des produits, de matières premières utilisées. Et finalement, des sanctions, il faut bien les évoquer pour savoir que le régime devient coercitif à partir, je crois, de mai 2023. Et des amendes qui sont affichées ici, que j'ai peut-être pas besoin de rappeler à l'oral. Bon, pour l'instant, évidemment, elles ne sont pas mises en œuvre, mais c'est peut-être un enjeu à avoir à l'esprit pour la suite. Voilà la présentation que je voulais vous faire avant de vous passer la parole, Hervé. Merci Stéphane, donc je prends le relais. D'abord un petit mot sur Valobat, donc l'entreprise dont que j'ai la chance d'avoir créé il y a 2 ans. Donc un éco-organisme, une société à but non lucratif, société de service qui a pour but, pour raison sociale, d'améliorer l'économie circulaire, de réduire la production de déchets dans le bâtiment. Le seul éco-organisme créé pour cette REP bâtiment sur l'ensemble des familles de produits. C'est-à-dire que nous sommes agréés sur les catégories 1 et catégorie 2 que Stéphane a montré tout à l'heure, les autres éco-organismes ayant fait d'autres choix. 50 actionnaires qui sont probablement, vous retrouverez dans nos actionnaires, si vous allez voir sur notre site la liste, je ne vais pas vous les citer, une bonne partie des principaux de vos fournisseurs, fabricants, vous verrez.
Et puis aujourd'hui, plus de 2000 adhérents, et je pense qu'on représente à peu près 50% de part de marché de la mise en marché des produits de construction, pour vous donner une ordre de grandeur, même si c'est un peu difficile à évaluer aujourd'hui. Alors, pour rebondir sur les questions que vous vous posez aujourd'hui et auxquelles Stéphane a apporté des réponses là. Donc, je pense que la première question pratique, qui était d'ailleurs le titre un peu de notre intervention, c'est est-ce que vous êtes soumis ou pas, est-ce que votre activité est soumise ou pas à la REP ? Je vais vous rassurer tout de suite, je suis d'accord avec la conclusion de Stéphane, qui est, si j'ai bien compris, de dire schématiquement la ligne de démarcation entre ce pourquoi vous n'êtes pas soumis et ce pourquoi vous êtes soumis, c'est d'un côté ce qui est considéré comme un non-immeuble et d'autre côté ce qui va être considéré comme un immeuble. Donc bien d'accord avec cette conclusion qui est de dire vous êtes concerné par ce qui est considéré comme un immeuble, et d'autre part, en termes pratiques, si on veut de manière claire tracer cette ligne de démarcation, ce qui n'est peut-être pas très évident parce qu'il doit y avoir une zone grise là-dedans. Ce qu'on convient a priori, c'est que ce ne serait pas idiot de se référer à l'acte au contrat qui vous lie à votre client, et schématiquement de dire si c'est une location, s'il n'y a pas de transfert de propriété durable, alors ça peut être une location ou des contrats un peu mixtes, on va considérer que ce n'est pas concerné, et s'il y a un transfert de propriété durable, on va considérer que c'est concerné. Voilà. J'espère que présenté comme ça, ça a le mérite d'être à peu près simple pour tout le monde. Et si vous avez des questions, évidemment, n'hésitez pas à les poser. Donc voilà, la réponse qu'on propose à cette première question, c'est celle-là. Ensuite, il y a une deuxième question que vous vous posez. Bon, pour la partie pour laquelle je suis concerné, quels sont les produits qui sont assujettis et quelle est l'entreprise qui doit adhérer à un éco-organisme et déclarer ses produits. Et schématiquement, vous pouvez vous imaginer qu'il y a deux solutions. Ça peut être soit vous, soit vos fournisseurs. Alors, la première question qui est évoquée là, c'est est-ce que le produit qui est assujetti va être le module dans son ensemble que vous fabriquez, ou est-ce que c'est les composants ? En fait, il me semble que la réponse en droit n'est pas aussi claire que... Stéphane a essayé de la simplifier en disant c'est clairement pas le module. En réalité, entre nous, les textes n'ont pas vocation à être exhaustifs, et donc ce n'est pas parce que le module n'est pas cité qu'il ne pourrait pas être... voilà. Donc je vous dis ça juste, et j'y reviendrai tout à l'heure, pour dire que si vous trouviez collectivement, en tant que profession, un intérêt pratique ou stratégique à considérer que c'est mieux d'assujettir le module que les composants, ce serait tout à fait faisable, et j'y reviendrai après parce que c'est une question qui pourrait être posée. Cela étant dit, il me semble, et c'est ce qu'on propose, que le plus simple aujourd'hui, c'est de considérer que le produit assujetti, c'est les composants. Ça veut dire que dans l'immense majorité, en fait, ça n'est pas vous qui allez être le fabricant du produit assujetti, mais c'est vos fournisseurs. Alors c'est plus simple parce que de toute façon, ils sont eux-mêmes assujettis en gros pour le reste de leur vente. Quand ils vendent à des négoces, quand ils vendent en direct à d'autres acteurs du bâtiment, ils sont assujettis pour les produits durables. Donc ça n'est que le prolongement d'un système. Alors il y a une petite nuance, parce que là vous êtes en train de vous dire super, c'est pas moi qui suis concerné. Eh ben c'est pas tout à fait ça. Le metteur sur le marché au sens de la REP, c'est celui qui met sur le marché le premier un produit. C'est en général le fabricant, si ce fabricant est une entreprise française. Mais si vous importez des produits fabriqués par une entreprise de droit étranger, le premier importateur devient le metteur sur le marché. Donc la probablement mauvaise nouvelle pour vous, c'est que si pour assembler vos modules, vous importez des produits, vous êtes considéré comme le metteur sur le marché, et donc au titre de ces produits, vous devez adhérer à un éco-organisme et les déclarer. Alors on peut, j'ouvre une parenthèse et je la referme tout de suite, nous avons prévu un mécanisme chez Valobat, si c'est vraiment des grosses exceptions, qui vous permet, en accord avec votre fournisseur étranger, de faire en sorte que ce soit lui qui déclare et qui s'assujettisse de façon volontaire. Et à ce moment-là, il n'y a pas de problème. Le principe de la REP, il est assez simple. Il faut qu'il y en ait un qui paye sur la chaîne et pas deux. Voilà. Bon, et comme ça, si on arrive à avoir la certitude, c'est ça. Bon, donc,
vous avez cette possibilité-là, et je referme la parenthèse. Si vous n'utilisez pas cette possibilité-là, il me semble que la conclusion pour vous est assez simple. Première question, est-ce que vous devez adhérer à un éco-organisme ? Je pense vraisemblablement pour une bonne partie d'entre vous, oui, sauf à être à peu près certain que vous n'allez jamais importer de produits pour assembler vos modules. Peut-être c'est le cas, mais si ce n'est pas le cas, vous devez adhérer à un éco-organisme et vous devrez déclarer cette petite partie des produits que vous importez. Ça va jusque-là ? Ok. Ensuite, il va se poser d'autres questions pratiques sur lesquelles on pourra revenir si vous les avez, ce qui seront des questions assez naturelles. Comment va-t-on faire pour que vos fournisseurs et vous ne déclariez que la quote-part des produits pour lesquels vous êtes concerné ? Parce que votre fournisseur, quand il vous vend une plaque de plate qu'on évoquait tout à l'heure, a priori, il ne sait pas très bien, j'imagine, si elle est destinée à un module qui va être loué ou un module qui va être vendu. Bon. Donc là, il y a plusieurs solutions. La plus simple, à mon avis, c'est que ce soit vous qui lui communiquiez le ratio, 70-30, 80-20, etc. Charge à lui de déclarer donc le 20% ou le 30% suivant ce que vous lui aurez dit. Et charge à vous, le cas échéant, si on vient vous poser des questions, d'être capable de fournir la traçabilité qui justifie ça. Voilà, ça me semble être le plus simple. Après, on peut imaginer d'autres systèmes. On en a pour d'autres professions. Il peut y avoir un système où il déclare tout et ensuite vous allez demander remboursement aux éco-organismes. Ça, c'est un peu l'usine à gaz, me semble-t-il. Voilà. Mais il y en a qui, dans certains cas, ça peut être le plus simple. Je ne pense pas que ce soit le plus adapté à votre activité. Et puis, il y a une troisième solution qui fait référence à l'histoire du module. On pourrait tout à fait décider, vous pourriez tout à fait décider collectivement, si vous trouvez que c'est plus simple, que ce soit vous qui déclariez tous les composants à la place de vos fournisseurs. Bon, voilà. Une fois que j'ai dit ça, il me semble que la première solution est la plus simple. Ça va être vos fournisseurs qui vont déclarer. Vous allez déclarer que la partie que vous importez. Voilà. Donc, il me semble qu'en termes de questions pratiques à ce stade sur suis-je concerné et l'amont, on a vu l'essentiel, mais je répondrai à votre question. Après, il y a des questions pratiques concernant les déchets, puisque finalement, nous, notre raison d'être, c'est de réduire la production de déchets et c'est d'être au service de modes constructifs et d'organisation qui vont amener à développer le réemploi et le meilleur recyclage des déchets. Donc, qu'est-ce que fait un éco-organisme ? Qu'est-ce que nous faisons ? Nous proposons la reprise gratuite des déchets pour autant qu'ils aient été triés, que la plaque de plâtre ait été séparée, que les isolants aient été séparés, etc., sans rentrer dans le détail. Et donc, nous avons des contrats qui vont permettre de reprendre, dans ces conditions économiques de gratuité, les déchets issus de la fin de vie des produits concernés. Alors, il y a une petite subtilité, c'est que si on fait référence au périmètre, évidemment, on est missionné et nos éco-contributions nous payent que pour reprendre les déchets issus de la partie pour laquelle vous êtes concerné, c'est-à-dire pour les immeubles. Pour la partie mobilière, entre guillemets, on n'est pas missionné pour ça. Voilà. Donc il n'y a pas trop de difficultés d'ailleurs, on s'organisera pour s'assurer que même si on reprend, la partie gratuité ne fonctionne que pour celle pour laquelle c'est dû. Autre aspect, nous sommes missionnés et très intéressés à développer un soutien à tout ce qui est réemploi. Alors pourquoi le réemploi ? Parce que le réemploi, d'un point de vue environnemental, c'est le plus favorable, hein. Ce n'est pas à vous que je vais raconter ça, puisque le réemploi est au cœur de votre activité, mais je le dis quand même. On a un challenge, by the way, énorme dans la construction en France, qui est que le réemploi, en fait, dans la construction en France aujourd'hui, c'est 0, quelque chose de l'activité. Ça a quasiment disparu, alors que c'était dans la tradition de l'acte de construire pendant des siècles. Hein, comme on le sait tous, pendant des siècles, quand on commençait par s'appuyer sur des éléments réutilisés d'un chantier précédent pour reconstruire quelque chose. Et puis, pour plein de raisons, dont les certifications, on a parlé de certification en termes positifs tout à l'heure, et je ne vais pas me dissocier de ça, mais quand même, aujourd'hui, il faut bien se dire qu'on a un système normatif, réglementaire de certification en France qui fait tout pour éviter le réemploi ou pour le rendre plus compliqué. Voilà. Donc nous, on a un enjeu très fort, c'est de développer ce réemploi. Et on est très intéressé, je suis très intéressé à voir avec vous les moyens de favoriser
ce réemploi et notamment de favoriser le développement de votre activité hors site et des activités de réemploi. Voilà. Donc nous, on va soutenir le réemploi, à la fois financièrement, et on peut trouver des moyens organisationnels de le faire. Et ça fait partie des sujets dont stratégiquement, je pense qu'on pourra avoir à parler collectivement. J'ai déjà été un peu bavard. Je finis. Au-delà des questions pratiques qui étaient posées tout à l'heure, on pourrait imaginer que, d'un point de vue stratégique, vous estimiez utile pour l'ensemble de votre profession que la part grise qui aujourd'hui, dont on ne sait pas très bien finalement si elle est dans ou en dehors de la REP, aujourd'hui vous vous dites certainement si elle peut être grise, mettons-la en dehors, et c'est là-dessus qu'on va partir. Mais vous pourriez vous dire aussi, il peut y avoir des bonnes raisons, et nous pourrions nous dire collectivement, il peut y avoir des bonnes raisons de la mettre dedans, parce que, d'une part, le bilan économique, en fait, pour vous, serait probablement au moins neutre, si ce n'est favorable, parce qu'en fait, l'équation économique d'une REP, c'est une éco-contribution d'un côté, ça c'est un poids pour vous, et c'est une réduction du coût du traitement du déchet ou des soutiens sur le réemploi. Ça, c'est du positif. Vu la nature de votre activité, il me semble qu'on pourrait avoir quelque chose qui permette que le bilan économique à la fin soit favorable par le biais des soutiens au réemploi globalement. Je ne fais pas un dessin, il faudrait qu'on discute de ça collectivement. Je pense que ça n'est pas le sujet d'aujourd'hui. Pour démarrer cette REP, moi ce que je vous propose, c'est qu'on va faire simple, c'est-à-dire qu'on va partir sur les réglages qu'on a évoqués là, mais je pense que c'est un questionnement qu'on peut avoir par la suite. Voilà, et je pense que on se tient à votre disposition pour répondre à vos questions. Ah oui, il y a une question à laquelle je n'ai pas répondu, mais c'est quel est l'éco-organisme, si je dois agréer, auquel il faut adhérer. La réponse est simple, c'est Valobat qui est le meilleur, et je me tiens à votre disposition pour vous expliquer ça plus en détail après. Voilà. Merci. Merci à vous deux. On va passer le micro dans la salle pour des questions. Juste un point sur le réemploi. Hervé, en fait, vous n'étiez pas tout à fait arrivé, mais dans la certification QB, il y a un point reconditionnement de modules et réemploi. Et donc, en fait, le CSTB s'est aussi emparé du sujet pour savoir comment est-ce qu'on peut, in fine, assurer le réemploi, parce que c'est l'assurabilité qui fera la chose. C'est une condition nécessaire mais pas suffisante. Donc sur cette histoire d'assurabilité du réemploi, c'est évidemment un truc clé sur lequel je pense qu'on est collectivement prêt à discuter. Et ce que j'ai compris aussi, c'est qu'à la DHUP, ils sont aussi prêts à discuter sur ces sujets-là. Parce qu'ils ont bien compris que la circularité dans le bâtiment passera par le réemploi et par l'assurabilité du réemploi, sinon ça ne marchera pas. Mais tout à fait preneur de l'initiative. Donc, j'ai trop parlé à la salle. Bonjour, Vianney Fulart, EGF. Il me semble que... Vous pouvez préciser ce que c'est EGF, parce que tout le monde ne sait pas. Syndicat des entreprises générales du bâtiment. Il me semble que vous ne dites pas la même chose que le juriste. Parce que le juriste dit soumis à la REP immeuble, non soumis à la REP si ce n'est pas un immeuble. Et vous dites module vendu soumis à la REP, module loué non soumis à la REP. Et il me semble que les fabricants ici dans la salle vendent beaucoup de modules qui ne vont jamais servir à faire d'immeubles, puisque nous-mêmes, on en achète un certain nombre et ils sont exclusivement utilisés en base vie. Ouais, alors vous avez raison. En fait, il y a deux choses. Il y a ce que dit le juriste et il y a ce que je propose comme solution pratique pour l'appliquer en fait de façon simple. Et sur 100% d'accord avec ce qui a été dit par Stéphane. C'est-à-dire que en droit, si vous voulez, ce qui est soumis à la REP, c'est schématiquement ce qui ne répond pas aux exemptions du code de l'urbanisme, du code de la construction, etc. Donc ce qui est immeuble versus ce qui est meuble, c'est ça le terme. Et après, une fois qu'on a dit ça, la question c'est bon, c'est bien, mais comment j'applique ça de façon à peu près simple, voilà. Et là, il faut trouver une solution parce que sauf à ce que vous en ayez une simple, vous, qui s'applique, pourquoi pas. Il nous a semblé, et c'est ce que disait Stéphane aussi, que la différence entre le contrat de cession de propriété durable et le reste est quelque chose de pas trop idiot. Je vous accorde que c'est pas 100% exact, mais c'est pas trop idiot, c'est dans l'esprit, et donc ça fonctionne. Et, alors je suis pas juriste, je suis chef d'entreprise, ça me suffit. Moi, ça va surtout générer beaucoup plus d'éco-contributions pour vous.
Parce que, alors, je crois pas. Parce qu'il y a des fabricants qui font que vendre, il me semble. Oui, mais ce que je comprends, c'est qu'un fabricant qui vend des modules pour la location ne paie pas de REP, puisqu'il est utilisé... Ah oui, alors tout à fait, bien sûr. Bien sûr. Si c'était ça votre... Bah oui. Moi, Si en tant que c'était fabricant oui. de modules, les modules que je vais vendre à mes clients loueurs, personne ne paye de REP dessus, puisqu'ils sont réemployés. Mais même si c'est des clients non loueurs, comme nous. Enfin, nous Mais oui, on est- mais vous êtes loueur aussi. Oui. Ouais, Oui, enfin, non, mais- faut faire très attention à cette interprétation-là. Hein. Non, mais dans l'esprit... Ah ouais. Dans l'esprit, vous êtes loueur interne de vos propres modules, donc c'est bien dans un usage dont on parle, et c'est pas des bâtiments qui seront immeubles. Oui, on est d'accord. Mais pour moi, enfin, ça tombe sous le sens. Non, mais je pense qu'il y a réellement la formulation de la loi à respecter, destinée à être intégrée dans un bâtiment. Donc en fait, toutes les étapes intermédiaires, on les regarde parce que c'est la méthode de construction, on est obligé. Mais entre le moment où le produit d'origine est fabriqué, puis le moment où il devient éventuellement un bâtiment, il y a des intervalles de temps, il y a différents acteurs, et notamment les ensembliers modulaires. Et là, le contrat dont on parlait plus tôt, qu'il faut regarder à notre sens, c'est le contrat entre l'ensemblier modulaire, le constructeur modulaire, et le client, le maître d'ouvrage. Dans ce contrat, est-ce qu'on parle d'une mise à disposition temporaire, 3-4 ans, et avec la perspective de rapatriement, de redéplacer l'ensemble ? Ou est-ce qu'on parle d'un bâtiment classique, construit selon une autre méthode, mais néanmoins classique ? Et là, pour être un peu plus fin dans la distinction juridique, il peut y avoir donc le schéma de la location qui est assez parlant, puisque la propriété n'est même pas transférée. Donc on ne peut même pas parler d'ouvrage, puisqu'il n'y a pas de louage d'ouvrage, c'est une mise à disposition temporaire. Donc c'est un contrat de location de meubles. Mais on peut aussi envisager, je crois que c'est un schéma qui est de plus en plus pratiqué, une vente avec promesse de rachat au bout de 3-4 ans. Et là, ce contrat-là, la question se pose, est-ce qu'on a un ensemble modulaire finalement qui n'est pas un immeuble ? Ou est-ce qu'on peut parler d'immeuble ? À mon sens, c'est un ensemble modulaire déplaçable, donc il n'est pas un bien ancré au sol à perpétuelle demeure, donc ce n'est pas un immeuble. D'accord. Donc il y a tout le champ des écoles et tout ça qui sont construits pour 2, 3, 4, 5 ans. D'ailleurs, c'est justement... Alors d'une part, je pense qu'il y a un sujet de réemploi sur ces écoles, parce que potentiellement on peut les remettre ailleurs. Et d'autre part, en vérité, si une école est mise à titre provisoire quelque part, n'est-ce pas parce qu'il y a un chantier ailleurs pour désamorcer la structure d'origine ou un problème de sol, de pollution des sols, le temps de ce chantier autre, on met une école à un endroit où elle n'a pas forcément vocation à durer, et à ce moment-là, on a véritablement un sujet d'absence d'immeuble, parce que, par définition, si on n'est pas ancré à perpétuelle demeure, on ne peut pas être un immeuble. Et avec le déplacement en plus, enfin, tous les critères sont réunis pour ne pas parler d'immeuble. Et donc pas parler de REP. Oui, alors j'ai été empêché de le faire, pour être tout à fait honnête, parce que ça nous amènerait sur des considérations techniques assez à détailler forcément, parce que si on commence à distinguer le meuble de l'immeuble et parler du dernier alinéa de l'article 524 qui dit un meuble peut être immeuble par destination si sa vocation est d'être ancré à perpétuelle demeure, c'est précisément cette définition. C'est là-dessus qu'on s'appuie secrètement pour faire cette analyse juridique, mais il faut ensuite regarder tout un détail, un dédale de régime et même de jurisprudence pour définir par exemple ce que veut dire la perpétuelle demeure. Perpétuelle demeure, voilà, on essaie de simplifier en parlant d'une temporalité et du fait que ça soit réversible et déplaçable, mais c'est un peu plus fin en jurisprudence. Donc je concède volontiers que c'est des grandes lignes et que pour appréhender le système de façon plus prévisible ou fiable à 100%, il faudrait que ça soit écrit quelque part, qu'on puisse analyser comme ça, notamment faire référence au contrat entre le constructeur modulaire et le client pour savoir quelle est la destination de cet ensemble modulaire. Moi, j'ai juste un autre commentaire, un autre argument pour la question de Vianney, c'est que les bases vie modulaires, les bases vie de chantier, elles sont là pour la durée de construction du chantier, donc elles sont par définition pas soumises à la REP. En plus. Oui. Donc en fait, c'est un deuxième argument pour dire qu'il n'y a pas de REP sur les modules que l'on... Non
Non, mais donc je le redis, il n'y a pas de REP sur les modules qui sont utilisés en basse vie et en location. C'est enregistré, Pierre? Ceci dit, l'article 524 alinéa truc, il est fondamental. Il est très ancien, hein. Ça date du Code Napoléon 1804. Ça existait à une époque où on n'anticipait pas forcément les développements dont on parle aujourd'hui. Mais force est de constater que la mobilité dans l'immobilier, elle existe. Elle a été appréhendée par les juristes déjà tout au début du 19e siècle. Donc il y a réellement des raisons de croire que c'est bien une analyse qui est carrée et qui est prévue par les textes, et on a à droit constant, c'est-à-dire qu'on n'a pas besoin de changer le code civil pour lire la REP de cette façon. Et si j'ai bonne mémoire, j'ai rencontré un Alsacien qui m'a expliqué que la maison à colombage, pour échapper aux taxes foncières, était considérée comme déplaçable et donc non ancrée à perpétuelle demeure. Et en fait, c'est un coup des Alsaciens quand ils ont été intégrés. Ça a fonctionné ? Je crois que ça fonctionne encore, mais c'est un point de spécifique du droit alsacien qu'il faudrait regarder. Un droit dérogatoire ouais, c'est ça, oui. régional. On ne va pas le traiter aujourd'hui. Hein. Non. D'autres questions? Bien allé. C'est un abonnement alors. J'en profite. Là, c'est pour Monsieur Demestre. Opérationnellement, est-ce que vous savez comment vous allez gérer, comme il n'y a qu'une partie des modules qui seront soumis à la REP? Qui dit REP, effectivement, c'est dit éco-contribution, mais dit aussi traitement gratuit des déchets. Comment vous allez faire le distinguo entre les modules soumis à la REP et ceux pas soumis à la REP au moment de récupérer les déchets? Ça, c'est une excellente question. Écoutez, en fait, nous, on procède par canaux de collecte. Il y a plusieurs canaux de collecte. Hein. Il y a des canaux de collecte qui sont le plus important en termes de volumétrie de production de déchets. On va dire c'est 70% dans le bâtiment. C'est des déchets qui sont produits directement sur des chantiers de taille significative. La limite qui a été prise pour faire la ligne de démarcation, c'est 50 mètres cubes de production de déchets. Donc vous voyez que ça va assez vite quand même. Et qui ensuite, donc en général, qui font l'objet d'une collecte des déchets sur le chantier et qui ensuite vont sur des centres de regroupement opérés par des gestionnaires de déchets que vous connaissez. Voilà, donc ça c'est le plus gros volume. Et donc là, si vous voulez, on peut procéder par le chantier va être déclaré. On va nous déclarer le chantier pour qu'on y apporte le traitement adapté. Et donc à la déclaration du chantier, en fonction de l'objet du chantier, on peut faire quelque chose. Après, il y a d'autres canaux de collecte qui sont des canaux dits de points d'apport volontaire, qui pour certains existent déjà, c'est les déchetteries municipales, pour d'autres, et les déchetteries professionnelles. Et pour d'autres, reste à développer assez largement, c'est des points de collecte qui vont se mettre en place chez des distributeurs. Il y en a déjà quelques-unes, on va dire de l'ordre de quelques dizaines, voire quelques centaines en France, mais on va multiplier ça assez rapidement. Et là, évidemment, on n'est pas à l'abri d'avoir des déchets qui arrivent dont on ne connaisse pas la provenance, mais je vais vous faire une réponse un peu idiote, ça va être dans l'épaisseur du trait et on va en faire notre affaire, si vous voulez. Il y a un moment où... voilà. Mais donc la réponse à votre question, c'est principalement en fonction de la déclaration de la typologie du chantier à l'origine qu'on fera la distinction. Voilà. Une dernière question. Alors, s'il n'y a pas de dernière question, j'ai un petit point aussi de pratique que je n'ai pas évoqué tout à l'heure pour votre information. Cette REP, elle n'a pas comme d'autres REP existantes, la REP de l'ameublement ou des équipements, ce qu'on appelle une visible fee, c'est-à-dire une loi qui impose que sur toute la chaîne de valeur, la valeur de l'éco-contribution, qui n'est pas une taxe, j'ai entendu prononcer le mot une taxe, mais alors j'aime bien ce truc-là, je vais vous le dire. En vocabulaire juriste français, ça s'appelle une éco-contribution volontaire obligatoire. Bienvenue en France. Volontaire parce que vous pouvez choisir votre éco-organisme, Valobat, et obligatoire parce que vous êtes obligé quand même. Voilà. Je ferme la parenthèse. Donc il n'y a pas cette loi. Néanmoins, contractuellement, il est possible aux éco-organismes de faire en sorte que le metteur sur le marché
écrive précisément sur sa facture le montant de l'éco-contribution qu'il a acquitté. Ça présente plein d'avantages, notamment de transparence, de visibilité, etc. Et donc c'est ce qu'on fait. Et donc vos fournisseurs, quand ils vont vous livrer directement, ils vont vous faire figurer sur la facture le montant de l'éco-contribution acquittée. Voilà. Merci beaucoup. Merci Hervé. Merci. Vous faites bien de préciser cette histoire de taxe et d'éco-contribution. C'est moi qui ai fait la boulette. Et d'ailleurs, le mot éco-contribution, qui est beaucoup utilisé par des entreprises qui font du recyclage de déchets, l'est parfois de façon pas normale, parce qu'il ne faut pas utiliser le mot éco-contribution. C'est quelque chose de très défini, effectivement. Vous avez raison. Voilà, notamment dans la gestion des déchets, dans le matériel, la location matérielle. On a beaucoup de loueurs qui ont une ligne de facture éco-contribution. Ça n'est pas une éco-contribution au sens où vous l'avez expliqué. Voilà, merci beaucoup. On a terminé avec vous. Merci.